Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien malgré ce contexte compliqué que nous vivons tous actuellement. Je vous souhaite la bienvenue pour un autre live chez Optoys cet après-midi. On a un peu changé les horaires, c'est pas les soirs, c'est l'après-midi. On a la chance d'avoir un atelier en ligne avec deux ergothérapeutes pour parler de l'intégration sensorielle au quotidien. Donc, je vous présente Anne-Laure Cabon et Magali Eguetro. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Donc, comme vous voyez, on est content d'utiliser des masques parce qu'ils sont ensemble et vous ne voyez pas leur sourire. Et voilà, donc on va essayer de vous faire part de leur enthousiasme, même si vous ne voyez pas les sourires, d'imaginer le reste du visage. Du coup, aujourd'hui, la feuille de route, le programme de cet après-midi, c'est de passer ensemble 1 heure pour parler de l'intégration sensorielle. Grâce à nos deux ergothérapeutes formés en intégration sensorielle, on va comprendre en quoi cela consiste et également comment elle se manifeste dans la vie de tous les jours de nos enfants, donc des enfants qui peuvent être en primaire, mais aussi Magali et Anne-Laure, ils vont toucher des conseils, des pistes et des situations du quotidien qui vont concerner aussi les enfants et adolescents qui sont en collège. Donc, du coup, comprendre les concepts, comment l'intégration sensorielle se manifeste dans notre et en analyse concrète des situations au transport, aux toilettes, au moment d'habillage, au niveau du sommeil. Donc, ça va être vraiment du concret, du pratico-concret pour vous donner des pistes comme on va voir ensemble, peut-être porter des lunettes sensorielles, vous allez mieux comprendre après. Et on va laisser à la fin un petit moment des questions et des réponses. Donc, avant de donner la parole, vous dire que vous êtes entre deux bonnes mains. Laure Cabon et Magali et Gretros, ce sont des ergothérapeutes formés depuis 2008 en intégration sensorielle, depuis 2012 jusqu'au 2018. Donc, ça fait des années qu'ils sont formés et qu'ils pratiquent. Ils ont aussi d'autres casquettes, d'autres formations qui complètent cette vision d'intégration sensorielle. Ils ont fait également des formations dans l'accompagnement des enfants présentant des troubles de spectre autistique, aussi des troubles d'apprentissage, avec un focus aussi par rapport aux méthodologies de graphisme, les réflexes archaïques. Donc, vous voyez un peu l'éventail des différentes formations qui vont donner une vision plus complète à leur pratique. Une pratique qui s'est faite au cabinet des maisons des corrigants à Lesneven et qui en plus vous pratiquez, vous exercez un établissement au CESA à Brest. Donc, cette double casquette va permettre de vous donner des bons conseils de la pratique. Et donc, du coup, on a un atelier bien riche, avec un programme bien plein. Donc, je vous donne la parole, je vous laisse partager l'écran et je reviendrai à la fin pour la partie des questions et réponses. À tout à l'heure. Merci. Voilà, on va essayer d'aborder les choses de façon la plus succincte possible, sachant que c'est un domaine très riche, donc c'est pas très facile de faire ça en 45 minutes, mais on va y arriver. Alors, avant de vous présenter l'intégration sensorielle dans les activités de la vie quotidienne, on est obligé de vous faire une présentation de ce qu'est l'intégration sensorielle. Donc, à savoir que l'intégration sensorielle, c'est une approche qui a été développée dans les années 60-70 aux États-Unis par Jane Harris, qui était ergothérapeute, puis docteur en psychologie et en neurosciences. La théorie postule qu'un traitement efficace de l'information sensorielle est à la base d'un comportement adapté au contexte environnemental. Depuis la conception de l'approche, la terminologie diffère légèrement d'un auteur à l'autre. On peut aussi lire Winnie Dunn ou Lucy Miller, sachant que la plus récente classification a été proposée par Lucy Miller et elle se divise en 3 sous-types. Donc, la modulation, les troubles de la modulation sensorielle, avec les hyper- et les hyposensibilités et la recherche sensorielle, les troubles de la discrimination sensorielle
Et enfin, les troubles moteurs d'origine sensorielle qui peuvent entraîner les dyspraxies et les troubles posturaux. Alors, à la base de tout ça, en fait, tout ce qui sous-tend le traitement de l'information sensorielle, c'est ce qu'on appelle le système nerveux central. C'est l'équipement qu'on a tous depuis la naissance, en fait, et qui évolue tout au long de la vie. Et l'intégration sensorielle, elle se construit dès les tout premiers jours de la vie à travers l'expérimentation et la confrontation à l'environnement. En fait, nos différents sens perçoivent l'information de l'environnement, ça transmet au cerveau, et le cerveau traite l'information, et ensuite notre corps réagit à cette information, et c'est ce qu'on peut percevoir comme les comportements de nos enfants en l'occurrence. Alors, c'est vraiment important, on voit bien que tout ça, ça se construit sur l'expérimentation du tout petit au démarrage. Donc, il faut vraiment avoir un intérêt, une vigilance particulière au fait de laisser explorer les tout petits, de laisser toute la possibilité d'explorer leur environnement, que ce soit visuel, tactile, voilà, tout ça, on va vous expliquer un petit peu après. Mais là, on voulait apporter une petite vigilance particulière au matériel de puériculture qu'on trouve dans le commerce et qui peut parfois limiter un petit peu l'exploration du tout petit. Et par exemple, on prend l'exemple de la coque qu'on met dans les voitures, en fait, où parfois, par facilité, on sort l'enfant, puis on le laisse dans la coque, et puis finalement, il n'a pas l'air si mal, il a l'air plutôt confortable. Mais c'est vrai que si on peut plutôt mettre l'enfant sur un petit tapis où il va pouvoir explorer son environnement, parce que quand il est dans la coque, au niveau visuel, il ne va pas voir tout ce qui se passe derrière lui, il ne va pas pouvoir tourner la tête, parce que la coque va l'empêcher un petit peu. Donc, ça va restreindre vraiment l'exploration. Donc, en ça, la motricité qu'on appelle libre est vraiment importante et à privilégier dès le plus jeune âge pour renforcer les sens. Donc, dans les sens, évidemment, on compte les 5 sens que l'on connaît déjà très bien, qui sont l'audition, l'odorat, le goût, la vue et le tactile, mais auquel on rajoute 2 sens qu'on connaît beaucoup moins bien, comme le vestibulaire. Et donc, le sens vestibulaire, ça nous apporte la sensation du mouvement et de l'équilibre. Ça se fait grâce à des petits récepteurs qui sont situés dans l'oreille interne, mais c'est une partie de l'oreille qui n'est pas dédiée à l'audition, qui est vraiment en lien avec le sens vestibulaire. Et ça nous permet de détecter les accélérations, donc on va plus ou moins vite. Et c'est très, très en relation avec la pesanteur terrestre, donc avec le fait de quitter les pieds du sol. Et ça peut être, quand le sens vestibulaire est pas bien intégré, eh ben, ça peut avoir un impact sur les enfants quand ils sautent, quand ils se balancent. Voilà, c'est quelque chose qui est très désagréable pour eux. Et puis le dernier sens, c'est la proprioception, qui correspond en fait à la capacité de percevoir la position de son corps sans avoir à faire recours aux autres sens. Alors, par exemple, lorsque je mets mes bras dans cette position-là, si je ferme les yeux, je ne vois rien, j'entends rien, je ne sens rien, et pour autant, je suis capable de vous dire que mes bras étaient exactement dans cette position, parce que nous avons à l'intérieur de notre corps des petits récepteurs qui sentent la position de notre corps dans l'espace. Ces récepteurs sont situés dans les muscles, dans les ligaments, dans les articulations, et c'est en fait la proprioception, on peut appeler ça le GPS de notre corps. Alors là, on va vous présenter une petite pyramide, c'est la pyramide des apprentissages avec qui sous-tend vraiment le concept d'intégration sensorielle, avec tout en haut, ce qui est nommé dans cette pyramide, ce sont les apprentissages scolaires, sachant que ça peut être tout type d'apprentissage qui n'est pas forcément scolaire. Et donc, dans la base de cette pyramide, on retrouve le système nerveux central dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et juste au-dessus, qui vient vraiment dans les briques qui arrivent juste après, c'est tout le système sensoriel avec en premier lieu la proprioception, le tactile et le vestibulaire, puis les autres sens qui complètent cette pyramide, sachant que la proprioception, le tactile et le vestibulaire sont vraiment à la base de cette pyramide. Donc là, on peut bien voir que si dès la base de cette pyramide, il manque des briques, eh bien, ça va fragiliser en fait tout le haut de la pyramide et donc fragiliser tous les aspects de développement et d'apprentissage. Cependant, attention quand même, ce n'est pas parce qu'il y a une fragilité que ça empêche d'apprendre.
Et alors, quand on va travailler, quand on voit qu'il y a une fragilité à la base de cette pyramide, on va travailler sur cette base-là pour renforcer ce qui se passe tout en haut, sachant que le signe d'appel, ça peut être par exemple une difficulté graphique chez un enfant pour qui on va faire un bilan et pour qui on va voir qu'il y a des difficultés à la base au niveau sensoriel. Et ben, on ne va pas forcément travailler le geste graphique d'emblée, mais si on travaille sur les aspects de base sensorielle, on peut améliorer le graphisme sans pour autant l'avoir travaillé de façon spécifique. Donc, on vous a parlé tout à l'heure des difficultés au niveau de la modulation sensorielle. On peut expliquer cette modulation sensorielle par différents seuils. Le seuil de tolérance idéal étant en orange, mais aussi on a des seuils de tolérance qui peuvent être en hyposensibilité ou en hypersensibilité, qui sont propres à chacun et qui sont aussi, qui peuvent différer, enfin, être différents au moment de la journée. Par exemple, là, on est en train de vous expliquer ce qu'est l'intégration sensorielle. Vous êtes très concentré par ce qu'on est en train de vous expliquer. Et sans doute qu'il y a un chien qui aboie dans le jardin du voisin ou une voiture qui passe dans votre rue, que votre cerveau ne traite pas. Il est capable de laisser ces informations-là de côté, puisque ces informations ne sont pas importantes pour ce qu'on est en train de vous dire là actuellement. Maintenant qu'on vous en parle, sans doute que vous entendez le chien aboyer, puisque votre cerveau, maintenant, va y porter une attention particulière. Alors, quand on parle d'hypersensibilité et de difficultés sensorielles, on va plutôt se référer au côté de l'hypersensibilité parce que c'est ce qui se voit le plus. Chez votre enfant, ça peut être, effectivement, vous avez remarqué qu'il est très sensible quand il y a beaucoup de bruit, qu'il s'agite, voilà. Donc, c'est ce côté-là qu'on va repérer, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des situations où l'enfant a une hyposensibilité, c'est-à-dire que ça passe beaucoup plus inaperçu parce que finalement, eh ben, il n'est juste pas présent pour les apprentissages, mais il n'est pas bruyant. Du coup, on le repère moins bien. Sachant que ces enfants qui ont une hyposensibilité peuvent aussi essayer de se situer dans la petite zone jaune, là. Ils peuvent avoir très envie de pouvoir être à l'écoute et dans ce cas-là, ils vont essayer de rechercher tous les sens possibles pour pouvoir, toutes les stimulations possibles pour pouvoir être à l'écoute. Et donc là, on va dire qu'ils vont être en recherche sensorielle. Et au niveau du comportement, ça se traduit par effectivement une agitation, une recherche un petit peu partout. Alors, il faut aussi avoir en tête que quelqu'un qui est hypersensible peut ne pas être hypersensible sur toutes les modalités sensorielles. Donc, il peut être hypersensible sur, par exemple, les afférences visuelles, mais avoir une hyposensibilité sur les afférences tactiles. Donc, ce n'est pas du tout homogène. Il y a autant de situations que de personnes. On peut comparer aussi cette hypersensibilité, cette variation dans la journée à un réservoir attentionnel. C'est-à-dire que j'ai au début de la journée un certain réservoir qui va se vider au fur et à mesure de la journée en fonction des activités et surtout du coût attentionnel que me demandent les activités. On peut aussi comparer ce réservoir à la théorie des cuillères qui est utilisée dans d'autres domaines médicaux et qui montre que si on a besoin de plus d'attention sur une activité, eh bien, on va utiliser beaucoup plus notre réservoir attentionnel et en fin de journée, on pourra montrer une grande fatigabilité ou une irritabilité, ce qu'on retrouve par exemple chez des enfants qui ont épuisé en fait leur stock sensoriel dans la journée et qui du coup le soir se retrouvent, font des colères ou pleurent énormément parce qu'ils ont pris sur eux toute la journée. Alors, tout le monde est concerné par le processus d'intégration sensorielle, c'est-à-dire que vous, moi, tout le monde ici, voilà, et c'est un processus qui sous-tend notre réponse à l'environnement, donc qui concerne vraiment tout le monde. Alors, on va parler de troubles, vraiment, quand il y a un impact dans la vie quotidienne, mais par contre, on peut tous, en fait, avoir des particularités sensorielles qu'on différencie bien d'un trouble, parce qu'effectivement, on ne traite pas tous de la même manière ces afférences sensorielles, ça ne constitue pas nécessairement un trouble. Pour détecter, pour diagnostiquer un trouble, on le fait à travers des échelles et des bilans
lors de consultations pour vraiment parler de troubles. Donc après, ce qu'on dit souvent quand on dit qu'il y a une hypersensibilité, on parle de particularité. Donc voilà, ça c'est vraiment important à détecter et ça détermine la nécessité d'avoir un accompagnement ou pas. Ça concerne aussi tout type d'enfants et les enfants de tout âge, sachant que quand ils sont plus petits, en deçà de 3 ans, en fait, les comportements sont encore en construction. Donc l'enfant va avoir des comportements qui peuvent être un petit peu excessifs, mais ça ne veut pas forcément dire que les difficultés, qu'on est face à un trouble sensoriel. Il faut laisser le temps à l'enfant de construire tout ça. Alors, quand il y a un doute, peu importe l'âge de l'enfant, il faut d'abord vérifier auprès d'un médecin l'intégrité organique, c'est-à-dire vérifier que les fonctions de l'audition, de la vision, les fonctions réelles fonctionnent correctement. On repère aussi que dans les troubles du spectre autistique, les troubles sensoriels font partie de la symptomatologie. On peut aussi parfois repérer qu'un trouble de l'attention peut avoir une origine sensorielle, notamment un trouble de modulation, et qu'un trouble, par exemple, comme l'a expliqué tout à l'heure Magali, qu'un trouble graphique peut être en lien avec un trouble moteur d'origine sensorielle. Alors, chez les tout petits, avant 3 ans, si on soupçonne une hypersensibilité chez son enfant, c'est important de vraiment lui proposer des expériences sensorielles et de ne pas écarter les aspects sensoriels qui paraissent complexes, mais vraiment en modulant avec des stimulations plus douces et à travers le jeu, il faut toujours que l'enfant soit partant. C'est-à-dire qu'on ne force jamais un enfant à aller se confronter à une stimulation sensorielle si elle est très pénible. Mais après, c'est vraiment le fait de lui présenter, l'enfant va aller, revenir, repartir. Voilà, c'est vraiment être vigilant à ça. Et de ne pas les forcer. On ne force jamais un enfant à aller vers des stimulations sensorielles qu'il n'aime pas. Alors, on vous a parlé des difficultés sensorielles et que la base de ces difficultés était surtout au niveau proprioceptif et vestibulaire. Donc, il faut quand même savoir que les systèmes vestibulaires, proprioceptifs et tactiles profonds notamment permettent de réguler le système en sécrétant des hormones. Donc, c'est le cas de la proprioception qui permet de sécréter la sérotonine qui va inhiber le cervelet et du coup permettre de mieux sentir son corps dans l'espace. On peut également proposer des pressions profondes. Le thérapeute peut nous montrer en fait ces pressions profondes et former à ces pressions profondes. Celles-ci vont permettre de libérer l'hormone de la dopamine, qui est en fait l'hormone de plaisir et qui du coup va réduire l'effet du stress. Donc, les pressions profondes, ce sont des répétitions de pressions fortes, importantes sur différentes parties du corps. Alors, tant qu'on est dans les pressions profondes, un petit bonhomme câlin qui devrait apparaître. C'est toujours la question c'est une question qui revient souvent chez les parents qui ont un enfant qui a des difficultés de gestion des informations sensorielles. C'est le câlin qui peut être compliqué avec un parent qui, lui, a besoin de câlin plutôt dans la caresse, qui a la notion du câlin qui est comme ça. Chez certains enfants, si le sens tactile est compliqué, la caresse va être très compliquée, mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas de câlin. Ça veut dire qu'il faut changer un petit peu le mode du câlin et passer plus sur la sensation tactile profonde avec des câlins plus appuyés, donc serrer très fort dans les bras. Et donc, il faut tester, essayer. Et souvent, quand il y a une difficulté tactile, le câlin appuyé, vraiment serrer très fort son enfant dans les bras, ça marche très bien et ça l'apaise en fait. Alors tout ça, ça nous permet de mettre en place, nous, au cabinet, en fait, avec les enfants qu'on rencontre, ce qu'on appelle des régimes sensoriels. Alors en fait, c'est à partir de la proprioception et du tactile profond, de proposer une série d'exercices qu'on réalise dans la journée, dans toutes les journées en fait, avec des temps qui sont limités mais qui sont très construits dans la journée, où on va proposer des petits exercices, des stimulations en dehors de l'activité. C'est-à-dire qu'on arrête l'activité en cours pour pouvoir faire ces petites stimulations. Alors, ça peut être avec… là, il y a des objets qui nous permettent de le faire. Il y a le type les petits serpents vibrants, comme ça, qui permettent de s'adresser, en fait, au proprioceptif, donc des petits objets qui vibrent.
Ça peut être aussi les couvertures lestées, de plus ou moins grande taille, hein, mais qui permettent aussi d'apaiser ce système-là. Ça peut être des draps aussi. Alors, tout ce qui est objet lesté, il y en a il y en a de toutes sortes, de toutes tailles en fait, de poids différents aussi. Qu'il faut tester parce que des fois, ça se joue à pas grand-chose en termes de confort et de production des effets. Il y a aussi les draps de danse. Alors, on en a un ici. Ce sont des draps extensibles, en fait, avec du tissu qui est extensible. L'enfant peut rentrer complètement dans le drap et puis aller tirer, pousser les bras contre le tissu. Et en fait, cette résistance-là permet de stimuler le système proprioceptif et ce sont des petits exercices qu'on peut proposer au cours de la journée qui permettent d'apaiser le système, de diminuer ou d'ajuster les seuils de réaction aux stimulations sensorielles. Et du coup, de re-remplir notre petit réservoir attentionnel. Ouais. Alors, le but de cette présentation, c'était quand même de vous expliquer comment est-ce qu'on peut maintenant, dans les activités de la vie quotidienne, prendre en compte toutes ces afférences sensorielles pour apaiser ou essayer que l'enfant se sente au mieux. Alors, pour cela, on est obligé de prendre nos lunettes sensorielles et de vous parler uniquement de notre point de vue sensoriel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres explications aux difficultés des enfants. On peut avoir une approche psychologique ou systémique, enfin voilà, une autre approche. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment là pour vous apporter l'approche sensorielle et donc on va uniquement mettre nos lunettes sensorielles. Sachant que l'approche sensorielle nécessite en fait une enquête, c'est vraiment une notion d'enquête qui nécessite de faire une recherche sur ce qui convient et ce qui ne convient pas à l'enfant et d'adapter à chaque fois les réponses que l'on peut lui proposer. Alors, la manifestation dans le quotidien, parce que ce qu'on veut savoir, c'est comment l'enfant se comporte. Alors, face à une activité, on peut avoir un enfant qui va être dans le repli, qui va être dans le refus de certaines activités qu'on va cibler de façon très précise, dont on ne comprend pas la raison, en fait. Il peut y avoir une agitation face à certaines situations. On peut avoir une fatigue excessive qui se produit directement lors de l'activité, mais aussi à distance, en lien avec l'épuisement des petites cuillères, là, comme on avait vu. Et il peut y avoir aussi de l'agressivité qui survient parce que l'enfant n'arrive plus à gérer. Alors, on va essayer de passer quelques activités de la vie quotidienne que vous pouvez rencontrer avec vos enfants et des difficultés que vous pouvez du coup rencontrer. Une des difficultés que l'on rencontre beaucoup en ce moment, c'est le port du masque. Et là, on peut se poser la question de pourquoi l'enfant a des difficultés à supporter le masque. Est-ce que c'est à cause de l'odeur ? Alors, si c'est à cause de l'odeur du masque, il ne faut pas hésiter en fait à aller chercher, à aller essayer différents types de masques. Ce n'est pas parce qu'il ne supporte pas un type de masque qu'il va ne pas supporter tous les autres. Donc, il faut aller voir dans le commerce. Ça peut être juste un type et puis après, il faut rester sur ce type-là pour que ça fonctionne bien. Est-ce que c'est en lien peut-être avec le contact du tissu au niveau de la sphère, toute la sphère qui est autour de la bouche ? Alors, dans ce cas-là, il y a plusieurs choses qui existent. Alors là, je vous montre, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, on a des petites choses qu'on peut mettre en dessous le masque, en fait, qui permet d'écarter le tissu du contact du visage. Donc, pour certains enfants, ça, c'est vraiment très efficace. On propose aussi, on a parlé de pression profonde, on propose aussi d'exercer des pressions profondes au niveau du visage avant de mettre le masque. Ça permet de mieux supporter la mise du masque et le contact du tissu par la suite. Et puis, parfois, c'est un problème de goût, parce que les enfants viennent humecter le masque, et le masque a effectivement un goût. Et là, de la même manière, on essaye de bien choisir le masque. Alors aujourd'hui, on est un peu limité dans les masques en tissu, mais si on utilise des masques en tissu, des fois, la lessive peut engendrer un goût sur le masque, et des fois, il suffit juste de changer de lessive pour que ce soit plus acceptable. Alors, une autre activité de la vie quotidienne qui peut poser problème, c'est les transports, parce que dans les transports, les enfants peuvent se montrer parfois agités, refuser de monter, peuvent être agressifs envers les frères et sœurs, voire malades. Et donc, on peut se poser la question, à savoir si cette agitation ou cette agressivité peut être en lien avec le bruit.
Alors, ça peut être le bruit de l'habitacle de la voiture, du moteur, ça peut être le bruit de la radio qui peut gêner. Donc là, il y a plusieurs solutions, hormis couper la radio si c'est ça qui le gêne, mais l'utilisation de casques anti-bruit, qu'on remontrera tout à l'heure, peut être efficace, de même que les bouchons d'oreille. Ça peut aussi être des sièges auto qui ont, si on ne veut pas avoir quelque chose vraiment sur les oreilles que le trajet est long, il y a des sièges auto qui sont équipés de haut-parleurs, en fait, directement. Et du coup, il n'y a que l'enfant qui entend. Ça peut être assez efficace aussi. Voilà, au niveau du bruit. Alors après, ça peut être aussi la proximité des frères et sœurs qui viennent du coup appuyer avec une pression légère et donc venir acerber un petit peu les récepteurs tactiles. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il faut toujours se poser cette question-là. Le tout, c'est d'avoir repéré ça, de changer les placements dans la voiture, mais aussi d'utiliser éventuellement un siège avec des côtés plus englobants qui permettent de limiter le contact avec l'autre. Les enfants peuvent aussi avoir des difficultés avec les odeurs parce que c'est un habitacle fermé. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aérer la voiture, évidemment, et puis à questionner le petit sapin qui pend, qui donne des odeurs dans la voiture. Peut-être que ça ne lui convient pas. Il faut vraiment faire cette petite enquête-là. Et en plus, pour apaiser le système, on a parlé tout à l'heure de s'adresser aux proprioceptifs et aux tactiles profonds. Alors là, vous pouvez donner à l'enfant des petits fidgets qu'on pourra montrer tout à l'heure aussi, à manipuler, qui permettent à l'enfant de s'apaiser ou de lui proposer une couverture lestée à mettre sur les genoux le temps d'un transport qui peut permettre d'apaiser le système également. Et puis enfin, l'enfant peut être trop stimulé par les afférences visuelles et par le paysage qui défile. Alors là, le pare-soleil est en général assez efficace. Alors, dans l'activité des toilettes, on vous a pris pour exemple le brossage des dents, où là, l'enfant peut aussi rencontrer des difficultés au niveau des sensations du goût ou de l'odeur du dentifrice. Alors pour ça, c'est pareil, on teste les différents dentifrices du marché. Il y en a qui ont beaucoup moins d'odeur ou de goût. Il y a différentes textures aussi qui sont à explorer. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas mettre de dentifrice du tout. Ça lave quand même les dents. Si on frotte, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut repérer aussi. Ça peut être une difficulté au niveau visuel, soit par des reflets de miroir ou par une luminosité qui peut être trop ou pas suffisamment intense. Pour ça, alors là, on va faire un focus sur la toilette, mais ça va être le cas dans toutes les pièces de la maison, dans tous les lieux que l'enfant fréquente. Parfois, l'encombrement visuel d'une pièce, d'un endroit où la luminosité peut être difficile à gérer. Quand on a bien repéré ça, parfois, il faut être vraiment vigilant à épurer en fait, la pièce, à réfléchir la luminosité pour que l'enfant soit plus apaisé. Au niveau proprioception, l'enfant peut être gêné soit par les vibrations de la brosse à dents électrique, soit au contraire par le manque de vibration d'une brosse à dents manuelle. Alors, dans ce cas-là, et puis ça va correspondre à ce qui vient ensuite, sur le fait d'avoir un objet dans la bouche. Alors ça, les pressions profondes qu'on a déjà évoquées sont assez efficaces avant le brossage de dents ou la toilette du visage pour permettre de le supporter. Et puis, il y a des petits outils comme ça, vibrants, qu'on peut mettre dans la bouche de l'enfant avant de passer la brosse à dents, en fait, pour bien habituer avec la vibration à l'intérieur de la bouche ou sur les côtés, qui permet de rendre cette activité moins agressive. Au niveau du séchage. Ouais. Alors, on n'a pas abordé, on a choisi une activité à chaque fois par activité de vie quotidienne, mais c'est vrai qu'on peut aussi vous parler du séchage. On a beaucoup d'enfants qui, en sortant de la douche, sont très embêtés par le fait de se frotter en fait par une serviette. Et dans ce cas-là, c'est vrai que quand on vient effleurer, puis on a tendance en plus, quand c'est difficile pour l'enfant, à essayer de faire tout doucement pour pas que ça le gêne. Donc, on va venir frotter, on va être sur le tactile qui va être très gênant pour lui. Alors là, il ne faut pas hésiter en fait, à venir emballer l'enfant, à le serrer, en fait, à le sécher plutôt par pression en fait, sur le corps que par frottement. Et puis, l'usage du peignoir est assez efficace dans ces cas-là. C'est-à-dire que l'enfant s'emballe dans le peignoir et finalement, ça touche partout. Alors, c'est peut-être pas hyper bien essuyé partout, mais au moins, ça se fait dans le plaisir et sans contrainte. Au niveau de l'habillage,
Donc, on a beaucoup d'enfants qui sont gênés par les étiquettes, donc qui augmentent en fait, qui ressentent des difficultés tactiles. Alors, dans ce cas-là, si vous avez réussi à repérer ça, n'hésitez pas à couper les étiquettes, évidemment, mais aussi dans les habits qui ne se voient pas, vous pouvez les mettre à l'envers. Ça peut être le caleçon, la culotte, le t-shirt qu'on ne voit pas. Et en fait, les coutures, le pyjama aussi, les coutures provoquent en fait des petites irritations comme ça. Alors, quand on est dans l'autre sens du tissu, finalement, la couture, elle n'est plus là et elle est beaucoup moins gênante. Alors, les enfants qui ont des difficultés au niveau sensation tactile peuvent être aussi, et proprioceptives, peuvent être gênés par des vêtements qui sont trop serrés ou au contraire pas assez serrés. Et ils vont pouvoir aller chercher les vêtements trop petits, avoir du mal à se séparer de leurs vêtements trop petits parce que finalement, leurs vêtements trop petits, ils sont plus serrés et du coup, ils ne viennent pas frotter contre leur peau. Donc, de la même manière, quand vous avez repéré ça, dans le choix des vêtements, il faut être très vigilant. C'est-à-dire que pour ces enfants-là, peut-être que tous les jeans très slim, les choses comme ça, qui sont très près du corps, seront plus efficaces, voire des vêtements compressifs, si c'est nécessaire de mettre ça en place, à tester. Donc, toujours au niveau tactile, on a des enfants qui parfois mettent des tenues inadaptées au temps, des petites filles qui veulent rester en jupe et ne pas porter de collants, des garçons qui veulent porter des t-shirts à manches courtes alors qu'il fait très froid dehors. Donc là, de la même manière, on va identifier quels sont les besoins pour pouvoir adapter la garde-robe, en fin de compte. Et puis enfin, on a parfois des enfants qui peuvent se cacher sous leur capuche, sans doute parce qu'ils ont une afférence visuelle qui est trop importante et trop angoissante pour eux. Donc, il faut réussir à déterminer la raison du port de la capuche. Alors, ça peut être aussi des enfants qui vont venir ramener leurs manches, qui ont toujours caché leurs mains, et qui ont besoin, qui ne supportent pas finalement de toucher directement les objets avec la main. Alors, pour ces enfants-là, vous pouvez leur proposer des gants, en fait, des mitaines qui fonctionnent bien, qui peuvent être aussi compressifs. On peut les laisser dans des gants de plongée, en fait, qu'on a coupés au niveau des doigts, qui permettent d'appuyer en fait en sensation profonde et qui ajustent mieux la possibilité de l'enfant de toucher l'environnement, en fait. Dans les activités, on vous propose de comparer un petit peu les différentes situations qu'on peut rencontrer à la piscine avec parfois des enfants qui apprécient la piscine du camping, qui y vont avec plaisir, alors que quand vous proposez une sortie à la piscine municipale, ça devient très, très compliqué pour eux. Alors, on peut se poser la question de l'odeur de la piscine. Alors, dans ce cas-là, il va falloir, ça peut être l'odeur du chlore, et il existe certaines piscines, il faut se renseigner auprès des piscines qui mettent des traitements à base de brome ou de sel, et des fois, il suffit de bien déterminer dans quelle piscine on peut aller pour que ça permette à l'enfant d'y aller en sérénité et faire des loisirs qu'il aime plus facilement. Donc, évidemment, ça peut être une difficulté auditive avec le bruit environnant qui est moindre dans un camping où la piscine est ouverte que dans une piscine municipale où l'endroit est très fermé. De la même manière, il y a la notion de grands espaces où il va y avoir beaucoup de monde dans la piscine. Alors, tout ça, ça va être une vigilance particulière. Si vous voulez qu'ils puissent faire ces loisirs-là, ça va être de déterminer le moment de la journée ou de la semaine où il y a le moins de monde et de pouvoir s'ajuster à ces moments-là pour pouvoir profiter de ce loisir-là. Mais quand on le sait, c'est plus facile de s'ajuster. Alors, une autre activité qui peut poser problème, c'est la question du sommeil, avec certains enfants qui refusent de dormir dans le noir, qui souhaitent une veilleuse ou laisser la porte ouverte. Alors là, il faut savoir que pour certains enfants qui ont des difficultés, notamment de la gestion auditive, bizarrement, le fait de ne plus avoir de lumière, ça coupe les autres sens, notamment le sens visuel, qui les aide habituellement à se repérer. Parce que quand le sens auditif, en fait, nous permet de savoir d'identifier dans quel type de pièce on est, si on est dans une grande pièce ou si on est dans une petite pièce sans même avoir besoin
de regarder dans quelle pièce on se trouve. Le fait d'éteindre la lumière, si on n'a plus le sens visuel, engendre une perte de repère. Et l'enfant, s'il parvient à s'endormir avec la veilleuse ou la lumière allumée, le moment où il va se réveiller dans la nuit et s'il n'y a plus de lumière, il va être en perte totale de repère sans savoir où il est, avec une contradiction en se disant je suis dans ma chambre, mais j'ai l'impression d'être dans un espace beaucoup plus grand. Donc, il y a quelque chose qui est très compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là, effectivement, si la veilleuse marche, mais ça peut être même la lumière qui reste allumée toute la nuit. Il faut se dire que si vous l'éteignez entre-temps et que c'est pour ça que c'est compliqué, le moment où il va se réveiller en pleine nuit va être très compliqué à gérer et va engendrer du stress pour les nuits à venir. On a des enfants qui peuvent ressentir des difficultés au niveau proprioception, avec des difficultés à sentir leur corps dans l'espace, et du coup qui vont s'enrouler dans les draps. Alors, dans ce cas-là, il y a des enfants qui dorment en sac de couchage ou dans des draps qui sont zippés sur le bord du lit pour ne pas perdre de repères, pour ne pas avoir la couette qui s'en va et ne plus être emballée en fin de compte. Donc, des fois, le sac de couchage fonctionne très, très bien. Alors, bien entendu, là aussi, il y a le sens de l'odorat qui rentre en jeu avec l'odeur de la literie. Et donc, on est toujours vigilant à la lessive et au fait que peut-être il faut qu'il emmène ses draps ou ses couvertures quand il va dormir ailleurs qu'à la maison, où l'odeur de la lessive sera différente. Et de la même façon, des enfants qui sont en recherche de proprioception et qui donc vont venir se caler contre le mur lorsque le lit est positionné contre un mur. Alors là, tout ce qui est lit cabane, les tentes de lit qui existent aussi pour mettre par-dessus le lit peuvent être un plus pour ces enfants-là. Au niveau des repas, donc les repas peuvent être, les enfants peuvent être gênés lors des repas, soit par la texture des aliments, soit par leur odeur. Alors, au niveau des repas, ça c'est plus compliqué à gérer parce que il faut une habituation quand même, parce qu'on ne peut pas laisser un enfant qui va manger que de la purée. Voilà, il va falloir vraiment habituer les choses avec une rééducation au niveau de l'oralité pour le coup. Mais ce qu'on peut faire au niveau des repas pour favoriser la prise des repas quand c'est difficile, c'est de travailler sur le proprioceptif et le vestibulaire avec un coussin ballon, par exemple. On a ici, hop. Voilà, des petits coussins ballons à picot où l'enfant, en fait, c'est un petit peu mou, en fait, ça stimule le sens vestibulaire. Ça peut être aussi, Sarah pourra vous montrer tout à l'heure, un fidget fit qui permet aussi de bouger au niveau des pieds. Ça peut être la couverture lestée sur les genoux. Là, il faut vraiment déterminer ce qui va permettre à l'enfant d'aborder le temps du repas de façon plus sereine. Là, ça peut être aussi des couleurs. Hein. Ça peut être des enfants qui vont manger que des aliments blancs ou que des aliments d'une certaine couleur parce que les autres couleurs le gênent. Donc, dans ces cas-là, il faut adapter et emmener progressivement à la diversification. Et puis, dans la vie sociale, on vous a appris pour exemple les files d'attente qui peuvent être autant en sortie extérieure, comme quand on va au cinéma ou quand on va faire des courses, que dans la vie scolaire, puisqu'il y a les files d'attente à la sortie de la récréation pour aller dans la classe, et dans lesquelles les enfants peuvent être gênés, soit par les odeurs. Alors, dans ce cas-là, je ne sais plus si on en a parlé avant, mais pour les odeurs, on peut proposer à l'enfant de mettre des petites gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir qu'on laisse dans un pochon plastique, un sac Ziploc, là, et qui peut prendre quand il en a besoin pour pouvoir être apaisé à ce moment-là. Ça fonctionne assez bien. Et après, l'espacement par rapport aux autres, l'éloignement peut être aussi une piste. Et dans ces cas-là, je pense à la queue pour aller à la cantine, par exemple, ou les fils à l'école. Si l'enseignante est sensible à ça, qu'on lui a expliqué, ou l'enseignant, l'idéal, ce serait de se placer complètement à l'arrière. Comme ça, l'enfant ajuste la distance avec les autres à ce qui est possible pour lui. Et s'il sait que ça va se faire comme ça, il ne va pas forcément s'agiter à chaque fois qu'il va falloir attendre. Alors, ça peut être en lien aussi avec le système auditif, avec trop de bruit autour de lui. Alors, le port d'un casque ou de bouchon d'oreille, dans ces cas-là, peut être vraiment salvateur pour le coup. Et puis, évidemment, l'enfant peut aussi avoir peur d'un contact tactile qu'il ne supporterait pas. Et là, on revient effectivement à l'organisation, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il puisse se mettre à l'écart. Et si l'enfant sait que c'est possible, il ne va pas forcément réagir, parce que souvent, ce sont des enfants qui vont être très agités dans les files d'attente, qui vont voire même être agressifs avec le copain qui est devant ou qui est derrière.
Et s'il sait qu'il va pouvoir se protéger un petit peu de ce contact, que les autres ont conscience de ça, d'emblée, il va aborder cette activité plus sereinement. Alors, à l'école, on a aussi des situations qui peuvent être compliquées, sachant qu'à l'école, on a beaucoup de stimulations, qu'elles sont vraiment très intenses au niveau visuel avec les affichages, au niveau du mouvement, donc de la proprioception, et qu'en plus, l'école est une situation qui demande beaucoup de concentration sur des tâches cognitives assez coûteuses. On va sortir du... Donc là, on peut s'interroger sur ce qu'on peut apporter au niveau proprioceptif, vestibulaire, tactile, visuel, auditif, olfactif et gustatif. Hop, et on va vous proposer quelques aides. Arrêtez. On enlève le partage d'écran pour pouvoir vous montrer les petites aides qui peuvent aider. Alors, sachant que le régime sensoriel dont on a parlé tout à l'heure dans le cadre scolaire est vraiment, vraiment très important parce que ça permet à l'enfant de pouvoir gérer la totalité de la journée en ayant ces pauses-là et en récupérant de l'énergie au fur et à mesure que les apprentissages se font. Avec du coup des stimulations qui sont beaucoup portées sur le vestibulaire et la proprioception. Donc avec les outils qu'on vous... Alors soit avec des petits exercices de pression des mains, de push-up sur la chaise, soit avec des outils spécifiques comme les couvertures lestées à poser sur les genoux ou sur les épaules. Le fidget fit, peut-être Sarah peut vous montrer. Oui, je vais vous montrer. Alors, voilà. ce que vous voyez, donc là, on positionne les pieds et ça permet un mouvement et une canalisation de mouvement. Voilà. Et là, on s'adresse au système vestibulaire. Au niveau proprioceptif, on peut venir mettre en fait sur les pieds de chaise des élastiques sur lesquels l'enfant va venir s'appuyer. Ça va lui donner un apport proprioceptif qui est calmant. Et il y a différentes résistances à ces petits élastiques-là qui sont importantes. Voilà. Et des fois, ça permet d'éviter que l'enfant se remue sur sa chaise, se mette en danger parce qu'il risque de basculer. Donc, ce sont des bonnes alternatives. Au niveau tactile, on a des petits fidgets qu'on peut laisser, manipuler. Alors, bien entendu, l'idée, c'est que l'enfant puisse, lui, percevoir une sensation qui lui est positive et qui lui permette d'atteindre un seuil qui le mette au travail. Mais bien entendu, il faut que ça reste acceptable pour l'environnement, donc que ça ne fasse pas de bruit, que ce ne soit pas gênant. Et que ça lui permette d'atteindre son seuil, en fait. C'est-à-dire que si on voit qu'il manipule, mais que ça ne l'aide pas à être disponible, c'est pas bon, mais il faut bien savoir que certains enfants ont besoin de manipuler pour atteindre ce seuil-là. Et que du coup, ce n'est pas du tout délétère, bien au contraire, de pouvoir manipuler. Alors ça, il faut bien l'expliquer aux enseignants, du coup, quand ils n'ont pas cette notion-là, parce que souvent, on va enlever les objets de la main des enfants pour qu'ils écoutent, alors que finalement, pour qu'ils écoutent, ils ont besoin d'avoir ces objets-là. Donc, il y en a toutes sortes. Après, il y en a des petits bonhommes qu'on peut manipuler qui sont en caoutchouc, des balles, des balles qui font un très beau bruit, des balles. Voilà. Après, il faut vraiment tout tester avec des résistances différentes. Et ça, on teste, on élimine, on voit si ça marche. Et puis, il faut qu'ils en aient plusieurs pour pouvoir alterner et avoir généralement un petit bac sur la table scolaire. Et puis, ils alternent. Voilà. Et puis, c'est une collaboration avec l'enseignant, du coup, pour être sûr que ça fonctionne. Parce que ça peut fonctionner au cabinet, mais pas forcément avec l'enseignant. Au niveau proprioceptif, on a oublié de vous parler de la veste lestée, que Sarah va vous montrer, et qui apporte vraiment un bien-être sensoriel au niveau corporel. Donc, du coup, on a différents modèles. Celui-là, il est très discret. C'est une veste, puis on dirait une veste normale. Et ça permet, dans la poche, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai des petits sachets lestés. Et donc, du coup, quand je la mets, c'est discret, donc on ne dirait pas que c'est une veste lestée, mais les poches sont bien chargées. Du coup, je profite pour poser la question, sinon on continue, on la pose après, pas oublier, sur la recommandation du poids par rapport aux produits lestés. Alors, c'est-à-dire la recommandation du poids.
Oui, comment choisir le poids, si c'est un pourcentage du poids de l'enfant, si voilà, si c'est s'il faut se rapprocher tout simplement de professionnels qui suit l'enfant, qui va savoir voilà, parce qu'il a des couvertures lestées par exemple qui font 3 kilos, 5 kilos, si l'enfant fait 15, fait 22, c'est peut-être pas le même poids, donc si vous savez des conseils par rapport à ça, si c'est 10% du poids, si c'est voilà, si c'est pas comment ça fonctionne. Ouais, on n'a pas notion de pourcentage du poids de l'enfant. Par contre, C'est un pourcentage, hein. ouais, C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser ouais, un certain pourcentage ouais, du poids ouais, de je sais l'enfant, plus. effectivement, mais Ouais. je n'ai plus le pourcentage Ouais. en tête. Sachant que ce sont pas les objets lestés, on les utilise pas toute la journée. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette vigilance-là. On en parlera tout à l'heure des vigilances, mais sur les objets lestés et compressifs, c'est pas quelque chose. On va les cibler sur des tâches particulières ou sur des moments particuliers, mais on va pas forcément les mettre toute la journée parce que la stimulation va être trop importante. Donc ça, c'est vraiment à juger et à doser. Par notion d'essai-erreur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tester un certain temps d'activité avec un objet lesté ou avec un vêtement compressif, et on va y aller vraiment progressivement, petit à petit, et vraiment juger par l'observation de la réaction de l'enfant d'emblée dans l'activité, mais aussi à distance. Voilà, parce que des fois, une stimulation, surtout vestibulaire, qui va être trop importante et mal jugée, mal jaugée à un moment donné, va pouvoir avoir des conséquences plusieurs heures après, voire le lendemain. Donc, on est vraiment vigilant à ça. Et c'est un point très, très important avec les parents quand on met en place ce genre de régime sensoriel. Et donc, du coup, Sylvie nous pose la question, ce gilet, par exemple, que je viens de porter, peut répondre à des besoins proprioceptifs, mais est-ce que aussi vestibulaire? Surtout proprioceptif, et surtout, on a vu que le proprioceptif avait vraiment des effets calmants et ressourçants. Et ce sont deux sens qui sont très intriqués en fin de compte. C'est assez rare quand on fait nos bilans qu'on ait un trouble au niveau vestibulaire sans avoir de trouble au niveau proprioceptif. C'est vraiment anecdotique quand on n'en a qu'un des deux en fait. Donc les deux sont très très liés. Et on voit, comme tu disais, Anne-Laure, que ça apporte du bien-être. Donc ça vient abaisser même si, voilà, si on n'est pas dans cette stimulation-là. Très bien, je vous suivre, je poserai après les restes des questions. Alors, au niveau visuel, on peut venir proposer en classe des petits paravents. On peut demander à l'enseignant d'épurer l'environnement. On peut proposer des plans de travail, en fait, ou un placement de la classe qui serait plus adapté à l'enfant. De façon générale, plutôt à l'avant de la classe, parce qu'on évite toutes les stimulations visuelles qui vont se passer derrière. Parce que si l'enfant est tout au fond de la classe, il va voir tout ce qui se passe devant lui et ça peut engendrer de grandes difficultés. Et la porte, le placement de la porte, parce que si l'enfant voit la porte de la place où il est, ça peut être une attention particulière s'il y a des gens qui ont tendance à rentrer ou à sortir dans la classe. Au niveau du tige, là encore, on peut proposer le casque anti-bruit, un système de MP3 pour écouter de la musique de temps en temps en s'isolant. Alors, au niveau olfactif, une petite anecdote quand même, parce que c'est quelque chose qui est assez surprenant. J'ai eu récemment un élève pour qui ça se passait plutôt bien en classe, et puis il y a eu un changement d'AVS avec pas de changement au niveau pédagogique, mais il y avait quelque chose qui se passait. En fait, on s'est rendu compte que c'était le parfum de l'AVS qui gênait l'enfant et qui l'empêchait de se concentrer. Alors du coup, l'enquête n'est pas forcément facile à faire à ce moment-là, mais n'empêche qu'il y a des petites choses comme ça, on a du mal à comprendre pourquoi ça ne marche plus, et des fois il suffit juste d'un petit truc qui va permettre de remettre les choses en ordre. Donc, de la même façon, on a des enfants qui, par exemple, sont beaucoup plus excités sur les temps d'art plastique, et on se rend compte que finalement l'odeur de la peinture, l'odeur de la colle est trop compliquée pour eux à gérer. Donc, et alors il y avait aussi juste au niveau proprio, parfois on conseille à certains enfants de mâcher du chewing-gum pendant la classe, si l'enseignant est d'accord, parce qu'on vient en fait donner des afférences proprioceptives en mâchant qui sont importantes. Et on peut aussi utiliser, donc Sarah, vous avez peut-être les colliers à mâchouiller qui s'adressent aussi à ce système-là. Oui, en fait, on en a plein, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Alors, voilà.
ce que vous voyez, ce sont des différents designs. On peut les porter comme un collier. On a d'autres que ce sont des outils de mastication différentes. Il a des différents types, en forme, taille, plus rigolo, plus selon les styles. Mais ce qui est intéressant au niveau du produit, c'est que les couleurs correspondent à une résilience, c'est-à-dire à une dureté spécifique selon les besoins des mâchouillers, de plus dur à plus souple et avec des textures. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas qu'un design, peut-être que ce retour sensoriel avec des picots plus gros, plus petits, ça peut aider à vraiment justement canaliser ou répondre à ces besoins de retour sensoriel. Donc, ma collègue Alexandra vient de partager les liens. On a une gamme hyper large, de différentes tailles aussi, selon les besoins de l'enfant. Et c'est à vous de trouver, comme disait bien Anne-Laure et Magali, l'outil qui soit discret, qui soit acceptable et accepté en société, à l'école, selon les situations, pour pas que ce soit à nouveau un truc stigmatisant de plus et respecter en même temps les besoins des mâchouillers. Une enseignante nous signalait la difficulté qu'elle a en classe parce que ça provoque une salivation et c'est un peu difficile à gérer dans sa classe. Donc, je ne sais pas si vous savez des conseils à donner un outil de mastication qui va provoquer une salivation supplémentaire et donc du coup un regard et ce qu'on règle d'un côté, ça dysfonctionne d'un autre. Alors après, du coup, l'outil de mastication, pour le coup, on l'a en dehors de la bouche. Alors peut-être que pour essayer le chewing-gum, pour le coup, ça peut fonctionner. Okay. Parce que la bouche est fermée et du coup, il n'y a pas forcément de salive qui va tomber sur un objet. Donc ça peut fonctionner si c'est possible. Ça peut aussi être de proposer à l'enfant. Après, c'est toujours le compromis avec le regard, le fonctionnement de la classe. C'est pas forcément très facile, mais d'avoir des petits fruits secs, des choses comme ça qui font un petit peu le même effet. Si ça gêne pas par rapport au régime alimentaire, évidemment, hein, mais les petits objets à croquer peuvent faire cet effet-là aussi. Et puis, vous avez répondu en même temps à Amandine qui disait c'est collier est parfait, mais avec le masque, c'est difficile. Donc là, c'est aussi par rapport au masque. Après, pardon, lorsque l'enfant cherche à mâchouiller un collier ou à mâchouiller ses vêtements, c'est sans doute qu'il est en recherche de proprioception. Et on peut donc compenser par un autre type de proprioception. Oui, vous m'entendez? Moi, là, oui, là, je vous entends. Vous pouvez répéter, Anne-Laure, s'il vous plaît? Je disais que quand l'enfant est en recherche de mâchouiller, que ce soit les colliers ou que ce soit à l'école de chemise ou de pull, c'est sans doute qu'il est en recherche de proprioception. Et s'il est en recherche de proprioception, on peut aussi lui proposer d'autres façons de trouver cette sensation par des pressions profondes, par des push-ups, par des pressions profondes au niveau du visage. Voilà. Par les sons, c'est pas forcément au niveau du visage, du coup, que ça va se jouer. Il va pouvoir chercher de la proprioception par d'autres moyens au niveau du corps, quoi. Super. Alors, du coup, on en arrive effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure sur attention aussi à ce que l'on peut proposer. On en a déjà parlé, hein, certains objets et pratiques sont à utiliser quand même avec beaucoup de précautions. C'est le cas des objets lestés et compressifs, parce qu'il y a quand même des risques d'étouffement, donc ils sont à utiliser avec parcimonie et sur des temps bien définis. Pas la nuit. Et la couverture lestée, par exemple, qu'on propose le soir pour l'endormissement, est à enlever par les parents avant que les parents eux-mêmes aillent se coucher. Ça, et puis les huiles essentielles qui sont toujours à utiliser avec précaution. Notamment pour les enfants épileptiques, ça peut être dangereux de la même façon que les stimulations vestibulaires peuvent être contre-indiquées chez les enfants épileptiques. Oui, alors, tout à fait. Nathalie nous avait partagé ce commentaire-là d'attention aux huiles essentielles, donc on sera ravis de voir que vous êtes dans la même longueur d'onde. Oui, voilà, il faut être très vigilant à ça, effectivement. Au niveau vestibulaire, ça peut provoquer aussi une certaine fatigue. Quand on fait trop de stimulation vestibulaire, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des vomissements, une hyperexcitabilité à distance, on en a parlé tout à l'heure. Vraiment vigilance, ça peut arriver à distance et pas tout de suite. Donc, il faut réussir à refaire le lien sur ce qui s'est passé avant. Et on note parfois une suradaptation
des familles aux difficultés sensorielles de l'enfant quand ils sont petits, qui ne sont pas encore dans le cadre scolaire, avec ils ont vu que leur enfant au niveau auditif c'était compliqué, mais de façon assez inconsciente, et puis ils vont plus forcément aller au feu d'artifice, peut-être que les endroits où il y a beaucoup de monde, ils vont les éviter, mais toujours de façon inconsciente. Donc au moment de l'entrée à l'école où les stimulations sont très très importantes, l'enseignant va pouvoir leur dire oh là là, c'est compliqué au niveau du comportement, alors que ce n'était pas du tout le cas à la maison auparavant. Donc ça peut être en lien avec ça, avec une suradaptation pour le bien-être de l'enfant. Donc après, il faut venir rechercher tout ça, mais ça peut arriver de façon assez brutale du coup. Sachant que ce n'est pas que ça vient d'apparaître, mais c'est bien que l'environnement est différent, quoi. Donc l'intégration sensorielle, effectivement, c'est une enquête et elle est primordiale et elle se fait par essai-erreur. Elle peut être vraiment très longue. Et il faut bien cibler les particularités sensorielles pour pouvoir agir dessus, parce que si on s'adresse au mauvais système sensoriel, ça peut être inefficace, ça c'est sûr, mais parfois aussi délétère. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur l'intégration sensorielle, à savoir qu'effectivement, il faut bien ne pas confondre les particularités sensorielles, on en a parlé au départ, avec les troubles de l'intégration sensorielle. En cas de trouble d'intégration sensorielle, il faut se rapprocher d'un professionnel formé en intégration sensorielle. Donc, il y a de plus en plus d'ergothérapeutes formés à l'intégration sensorielle. Donc, il y en a certainement un pas trop loin de chez vous. Il ne faut pas hésiter à demander si l'ergothérapeute est formé. Elle proposera du coup un bilan bien précis avec des tests étalonnés pour déterminer s'il s'agit d'une particularité ou d'un trouble. Et proposer derrière un régime sensoriel, on propose, c'est souvent le cas, l'adaptation de l'environnement est primordiale, et une rééducation en intégration sensorielle qui demande beaucoup d'investissement de l'enfant et de la famille, et un nombre de rééducations par semaine qui est conséquent, de 3 à 5. Alors, aux États-Unis, parce que c'est une pratique qui est beaucoup utilisée, ils sont sur du 5 fois semaine. Alors ici, c'est compliqué compte tenu du coût des séances en fait, qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc, on peut faire appel à la MDPH pour une prise en compte des séances. Mais voilà, si on arrive à 2, 3, on arrive quand même à avoir des résultats avec cette intensité-là, quoi. L'idée étant de bien spécifier le trouble et de savoir s'il s'agit d'un trouble de la modulation, de la discrimination ou un trouble moteur d'origine sensorielle. Bon, merci beaucoup Laure et Magali pour cet atelier en ligne très riche, très concret, qui nous a invité à porter des lunettes sensorielles, de voir un peu les difficultés du quotidien avec une approche sensorielle. On a un peu balayé des différentes situations et vous savez apporter des situations concrètes et des pistes concrètes pour les parents et les professionnels. On a eu beaucoup de questions qu'on va essayer de répondre dans un billet des blogs récapitulatifs dans lesquels on va inclure tous les points clés d'aujourd'hui, et on va essayer de répondre à 2-3 questions autour des pistes d'adaptation. Information importante parce qu'elle a été beaucoup demandée, il y aura un replay, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous avez manqué une partie ou que vous n'étiez pas disponible, pas de soucis, l'atelier en ligne, la vidéo sera disponible sur notre page Facebook de Optoys et également sur notre chaîne YouTube. Tous les outils qui ont été mentionnés pendant le live et qui peuvent vous soulager, vous aider, sont disponibles sur notre site internet www.optoys.fr. Il a sur la page d'accueil 2 sélections, une l'intégration sensorielle, les outils pour le quotidien, et une autre Fidget. Fidget, c'est le mot que nos invités d'aujourd'hui sont utilisés. Ça veut dire tripoter en anglais. Et c'est tous ces petits outils un peu pour canaliser ces besoins de bouger entre les mains. Et comme a dit Magali, il faut tester et il y a différents outils selon les besoins. Sachez que Magali et Anne-Laure font partie du cabinet d'ergothérapie Maison des Corrigans, qui sont un beau projet de construction d'un nouveau cabinet. Donc, du coup, ils auront une nouvelle salle d'intégration sensorielle. Et on va les suivre de près. Donc, ma collègue Alexandra va vous partager avec vous un peu les deux. Donc, le site internet, il est actuellement en construction.
mais la page Facebook et la page Instagram est déjà disponible, donc vous pouvez suivre un peu le projet. Et vous dire qu'on fera un récapitulatif de cette session sur notre blog optoys.fr. Vous remercier toutes les deux, Anne-Laure et Magali, de votre effort pédagogique parce que c'était vraiment compréhensible, un concept qui est compliqué et qui est très complet, très riche. Vous avez su le rendre accessible. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci à vous. C'était pas une tâche évidente. Vous savez passer sans souci la barre. Donc, et aussi, je remercie à vous tous. Vous avez été nombreux malgré l'heure et voilà, tous les contraintes actuelles. Merci de votre fidélité, de faire possible ces ateliers parce que sans vous, il n'a pas d'essence de faire ça tout seul. Donc, merci de votre fidélité, de tous les commentaires, des remerciements. Voilà, ça nous touche, ça nous fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne continuation. Et je vous invite au prochain live qui aura lieu le 4 février, un jeudi aussi à 15 h, autour de l'apprentissage avec les alphas, une méthode créée par Claude Huguenin. Et on aura l'honneur de l'avoir en tant qu'invité. Donc, je vous invite à prendre les cafés avec nous deux jeudi prochain, 4 février. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.